Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'était hier la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Lia Bavoil, la femme la plus forte du monde. Mais vous allez le voir, cette force, elle est autant intérieure que physique. L'anti-sèche des Mag-SL ou comment l'actualité résonne dans les programmes. Actualité dans les kiosques aujourd'hui et programme d'art plastique. Le magazine Dada dédie son numéro d'avril à Suzanne Valadon. L'heure de la récré, toujours avec Emma. On va célébrer les 50 ans du téléphone portable. Et oui, un demi-siècle déjà. Et puis, direction la Malaisie, dans le cours particulier de Marie-Olivier. Elle va nous parler du projet Deria, un projet qui pousse les jeunes à s'engager pour le climat. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. C'était donc hier la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un handicap dont on parle régulièrement dans cette émission, raison pour laquelle on a décidé de jouer les prolongations en ce 3 avril. Ce handicap, pour mémoire, il concerne, selon le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, 15 000 naissances par an en France. Et si on étend à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, cela fait 120 000 naissances par an. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir une gamine atypique qui a un jour décidé de devenir la femme la plus forte du monde. C'est pas moi qui parle, c'est elle. Lia Bavoil, bonjour. Bonjour. Et vous racontez votre histoire dans ce livre paru chez Marabout, La force des mots, M-A-U-X. Et il y a beaucoup de mots M-O-T-S qui ont beaucoup de force dans ce livre qui est extrêmement passionnant à lire. Alors j'ai dit femme la plus forte du monde, c'est écrit sur la couverture. Dans un sport qui n'est pas forcément super connu du grand public, la force athlétique. Vous avez été championne de France, d'Europe, du monde, recordwoman du monde dans plein de catégories. En quoi ça consiste alors la force athlétique ? Alors, la force athlétique, comme son nom l'indique, est un sport de force. Et c'est 3 mouvements. Donc, souvent, on le compare à l'haltérophilie. À l'haltérophilie, c'est ça. C'est souvent la première chose qui vient dans la tête des gens. L'haltérophilie a 2 mouvements, alors que la force en a 3. Donc, on a le squat, le bench et le deadlift. Et le but est de soulever le plus lourd sur ces 3 mouvements-là sur une répétition. Squat, deadlift, bench. Oui. Et donc, c'est 3 positions et 3 façons de soulever les poids différemment, oui. Moi, je le fais un peu de manière à ma façon, mais vous faites mieux. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, vous êtes championne mondiale dans ce sport, c'est que vous ne l'avez découvert qu'à l'âge de 21 ans. Oui. Et que jusque-là, le sport, c'était pas votre truc. Non, pas du tout. C'était absolument pas mon truc. J'étais pas du tout fan même de sport en général. De l'effort physique en général, c'était pas mon truc. Et pas à l'aise dans votre corps? Pas du tout à l'aise. Qu'est-ce qui s'est... quel a été le déclencheur? Vous vous souvenez de la première fois où vous entendez parler de la force athlétique? Vous le racontez dans le livre. Oui. Alors, le déclencheur premier a été le fait de ne pas me sentir bien dans ma peau. Et je me suis dit, le sport est un bon biais. Et j'avais commencé à m'intéresser à tout ce qui était fitness. Voilà, il y a eu un grand essor du fitness il y a à peu près 10 ans en France. Et du coup, je voyais toutes les bikinis super minces, etc. Et je voulais absolument leur ressembler parce que c'était vraiment les critères de beauté dont je m'inspirais à cette époque-là, qu'il fallait absolument être mince. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais m'inscrire à la salle de sport. Et à la salle de sport, un coach a repéré un potentiel force parce qu'apparemment, je m'étais déjà lourd sur les mouvements. C'est vrai que quand on n'a pas de comparatif, moi, je me disais, oui, je ne me rendais pas trop compte. Et du coup, il m'a parlé de la force athlétique. J'ai essayé, j'ai adoré, j'ai dit, je vais faire de la compète. Et ça a monté très très rapidement. Gamine atypique, les mots sont de vous en fait. Vous avez été diagnostiquée autiste, mais très tardivement. Et ce retard, c'est d'ailleurs un des sujets du livre. À quel moment de votre vie vous commencez à vous sentir différente des autres? Très très tôt en fait. Oui, très très tôt. Je m'en suis toujours rendu compte à l'école. Déjà, je suis rentrée en petite section de maternelle. J'avais même pas 3 ans. J'avais 2 ans et quelques. Je suis rentrée au CP, j'en avais 4. Donc forcément, il y avait déjà une différence avec les autres enfants parce que dû à une différence d'âge, principalement. 2 ans à l'âge adulte, c'est rien. 2 ans quand on est enfant, comparé à un enfant de 4 ans et 6 ans, c'est énorme au niveau des compétences, au niveau des capacités. Et en fait, j'avais toutes ces capacités intellectuelles qui suivaient. Parce que, pardon, je vous coupe, mais vous rentrez jeune parce que vous savez déjà lire, vous êtes très en avance en fait. Ouais. Donc en fait, j'avais toutes ces capacités intellectuelles qui étaient d'un enfant plus âgé, mais j'avais à côté des compétences qui n'étaient pas du tout de cet âge-là et qui étaient même en retard. Donc tout ce qui était au niveau émotionnel, au niveau adaptabilité, au niveau sensoriel. Et le premier diagnostic qu'on va vous proposer, ou qu'on va vous proposer aussi à vos parents, c'est elle est surdouée. Oui, HPI, on dirait aujourd'hui. C'est un diagnostic qu'on donnait, alors je dirais pas assez facilement, mais
c'était la chose qu'on disait dès qu'un enfant était en avance, c'était tout de suite il est surdoué. On cherchait pas beaucoup plus loin que ça. Donc j'ai des traits par rapport à ça, mais j'avais pas que ça. Et c'est pas que ça justement qui m'a posé problème tout au long de ma carrière du coup. Et on va en parler dans quelques minutes, mais juste avant, sur ce diagnostic, il arrive grâce à une prof. Vous-même, vous avez envie de devenir professeur, oui. Vous suivez des études et racontez la scène. Il y en a une qui se met à parler de quelque chose et... Ouais, j'étais en plein cours avec une prof du coup à l'ESP, nouveau nom pour l'UFM, peut-être que ça a changé d'ici là, il change tout le temps. C'est l'INSP maintenant. Voilà c'est vrai. Bon, moi, à mon époque, c'était l'ESP. Et donc du coup, cette prof, on avait donc un cours sur comment prendre en charge les enfants en situation de handicap dans nos classes. Et en fait, elle disait que souvent, les enfants surdoués ou qui sont en avance, c'est une forme d'handicap pour certains élèves dans les classes et qu'on a tendance les professeurs ont tendance un peu à soit ne pas être capables de les diagnostiquer, soit être un peu à part parce qu'on se dit, bon, ils arrivent quand même à suivre, etc. Et on a tendance à se focaliser beaucoup plus sur des élèves qui sont en plus grosse difficulté, entre guillemets, et qui ont des retards cognitifs, etc. Et là, elle mentionne le syndrome d'Asperger. Voilà, et du coup, elle disait que les enfants surdoués, c'était une forme d'autisme. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à faire plein de recherches. Vous allez sur Internet et vous vous dites, mince, c'est moi. On va en parler dans quelques minutes. Vous la connaissez peut-être via les réseaux sociaux. Elle est Lia Powerlift sur Instagram. Suivez-la. Son véritable prénom, d'ailleurs, c'est Priscilla, mais tout le monde l'appelle Lia aujourd'hui. Elle témoigne de sa vie et de son parcours d'athlète et d'autiste dans le livre La force des mots. On la retrouve juste après l'Anti-Sèche chez Magessel. Emma, Anti-Sèche consacrée aujourd'hui à Suzanne Valadon, à qui le magazine Dada dédie son numéro d'avril. L'occasion pour vous de revenir sur l'histoire de cette peintre parisienne assez peu connue du grand public. Regardez comme elle est belle, cette couverture du magazine Dada. Et cette peinture de Valadon. Absolument. Donc son nom, Suzanne Valadon, est donné à certains établissements en France. On peut aussi apercevoir quelques-unes de ses peintures dans les manuels scolaires. J'ai trouvé quelques illustrations, c'est vrai, mais... dans l'ensemble, pas grand-chose. Pas grand-chose sur Suzanne Valadon. Et c'est dommage, parce que c'est une peintre à la personnalité étonnante qui raconte une époque, celle du Paris de la fin du 19e, début 20e, avec ses innombrables artistes, ses peintres, le quartier de Montmartre. Et d'ailleurs, Montmartre, c'est là que tout commence pour Suzanne Valadon. Oui, parce qu'elle y passe son enfance. C'est une enfant de la butte, comme on dit. On est alors dans les années 1870 et elle enchaîne les petits boulots avant de devenir modèle. Oui, elle a été modèle, en fait, avant de devenir peintre. C'est tout à fait unique dans le monde de l'art de la fin du 19e. Elle est vite repérée pour sa beauté atypique, son tempérament. Elle pose beaucoup nue, car ça paye mieux. Et le premier peintre à la faire poser, c'est Pierre Puvis-Chavannes. Mais il y a aussi Gustave Werthemer, Toulouse-Lautrec, avec qui elle vit une histoire d'amour un peu compliquée, ou encore Renoir. Ça lui fait un autre lien avec l'université, parce que la fresque de Puvis-Chavannes dans l'amphi Richelieu à la Sorbonne, tous les étudiants se sont abîmés les yeux dessus grâce à eux, enfin les gens qui ont été là-bas, mais bref. Grâce à tous ces peintres, elle observe, elle apprend, et un jour elle décide de se lancer. Mais oui, elle est très jeune en fait quand elle commence à dessiner. Elle a 18 ans. Elle dessine son autoportrait en 1883, regardez, assez dur. Elle disait, il faut être dur avec soi, avoir conscience, se regarder en face. D'ailleurs, à ce moment-là, elle s'appelle pas encore Suzanne Valadon. Son prénom de naissance, c'est Marie-Clémentine, qu'elle change en Maria lorsqu'elle devient modèle. Et à force de poser nue, c'est Toulouse-Lautrec qui finit par l'appeler Suzanne un jour, en référence à l'innocente Suzanne de la Bible que des vieillards regardaient en train de prendre son bain. Et voilà, Suzanne Valadon est née comme ça. Grâce au male gaze. Celui qui lui donne l'élan, le petit coup de pouce qui fait qu'elle devient vraiment peintre, c'est Degas. Oui, connue notamment pour ses portraits, ses peintures de danseuses de l'opéra. Degas découvre donc les créations de Suzanne Valadon et achète ses dessins. Et c'est ça qui lui donne de l'espoir. Le petit coup de pouce, elle se sent enfin légitime. Et puis je vous parlais de Montmartre tout à l'heure et de l'importance de l'époque. Et c'est vrai parce que Suzanne Valadon a évolué dans un environnement de grande liberté. Montmartre était rattachée à Paris depuis peu. C'était le quartier où vivaient les gens qu'on avait délogés de Paris, où on avait construit les immeubles haussmanniens. C'était un quartier populaire, libre, où on pouvait sortir, où se côtoyer les artistes. Et c'est dans cet environnement-là qu'a évolué Suzanne Valadon et sa peinture. Et la commune libre de Montmartre, elle existe toujours, elle organise des choses, on sent cette liberté dans ses œuvres. Et oui, totalement. Regardez par exemple ce portrait qu'elle peint d'elle en 1931, peu de temps avant sa mort. Elle a 66 ans, c'est le premier autoportrait féminin
âgée, où on voit une peau fripée, des rides, ce qui n'était pas commun pour l'époque. Et puis, autre œuvre de Suzanne Valadon, qui fait la une de Dada d'ailleurs, que je vous montrais en début de chronique, et que donc le magazine prend le temps de raconter, c'est La Chambre bleue, atypique parce que ce tableau brise tous les codes et les conventions de l'époque. Cette femme fume, s'instruit en lisant des livres, elle porte une tenue confortable, elle n'est pas tirée à 4 épingles, on aperçoit ses chevilles, ses pieds et ses ongles, pas forcément délicats ni beaux, c'est la touche Valadon, on représente le vrai, pas le beau, quoique ce tableau est quand même sublime. Il est très beau quand même. Vous ne pouviez pas finir cette chronique sans parler également de son fils, puisque son fils, et alors lui aussi, il y a des établissements scolaires qui portent son nom, c'est Maurice Utrillo. Et oui, elle a eu ce fils très jeune, à 18 ans, d'un père inconnu, et alors il s'appelle Utrillo parce qu'elle côtoyait à l'époque un artiste espagnol, Miquel Utrillo, qui a donc reconnu son fils. Elle a eu de nombreux amants aussi, dont Erik Satie. Elle a été mariée, le compositeur, elle a été mariée, divorcée, elle a vécu avec un homme de 30 ans de moins qu'elle. Et donc Maurice Utrillo, son fils, il a un destin assez tragique, lui, parce qu'il a été alcoolique très tôt. Sa mère l'adorait, vraiment, elle avait une relation très particulière avec son fils, mais elle ne s'est pas vraiment beaucoup occupée de lui. Et il est quand même devenu peintre de grand talent. Oui, quel peintre. Et si vous voulez aller découvrir ses œuvres, donc de Suzanne Valadon et de Maurice Utrillo, je vous conseille le musée Montmartre à Paris, qui se trouve au 12 rue Cortot. Et c'est là où Suzanne Valadon avait pendant un temps son atelier, et où elle vivait avec son fils et son mari de l'époque. Et en plus, il y a un magnifique jardin avec les beaux jours qui arrivent. C'est magnifique à Montmartre, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Vous pensiez qu'aujourd'hui je vous ferais chanter du Claude François, mais c'est les escaliers de la butte qu'il faut chanter, sauf que vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est quoi? Parce que ça c'est des trucs de vieux, Emma. Allez-y, allez-y. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Et là vous pouvez rajouter, et aux autres. Et aux autres. Grand oral. Sans même m'en rendre compte, j'avais passé ma vie à compenser pour m'adapter à une société dont je ne comprenais ni les règles ni les codes, et sans même comprendre ma différence. C'est un extrait du livre La force des mots de Lia Bavoil que nous accueillons aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Lia, pendant des années, vous avez donc vécu en situation de handicap sans le savoir. Est-ce qu'on peut essayer de décrire ce qui se passe de différent dans votre cerveau? Déjà, les émotions sont décuplées. Oui, beaucoup de choses. Alors, en termes d'émotions, comme vous le dites, oui, les émotions sont décuplées. Je suis souvent ce qu'on qualifierait dans le normal des extrêmes. Ça va être aussi au niveau de la sensorialité, où c'est décuplé aussi. Donc, ce que vous entendez, vous, en termes de bruit, moi, je vais l'entendre 10 fois plus, jusqu'au moindre détail. Et après, ça va être dans l'adaptabilité et la compréhension des choses quotidiennes qui peuvent être compliquées. Ma pensée n'est pas globale comme pour la plupart des personnes, mais fragmentée. J'ai une scission importante entre l'audition et le visuel, par exemple. Oui. Concrètement. Là, dans ce studio, parce qu'il fait plein de bruit, quand je préparais l'émission, je disais mais c'est une catastrophe. Il y a toutes ces images qui bougent, ça va pas lui plaire. Alors, du coup, par exemple, votre cerveau arrive en simultané à ce que vous voyez et entendre. Mon cerveau a beaucoup de mal à faire ces choses-là. Donc, par exemple, quand je vais discuter avec quelqu'un, souvent, et après c'est souvent quand il va y avoir beaucoup de stimuli extérieurs, je vais devoir me rapprocher et essentiellement me concentrer sur mon auditif, parce que si j'y ajoute mon visuel, mon cerveau n'arrive pas du tout. Et il ne traite pas les deux informations. Il n'arrive pas à traiter les deux informations en même temps. À quels indices autres cette différence vous la ressentiez? Il y avait des problèmes de synchronisation des mouvements aussi, de repérage dans l'espace? Oui. Quand vous étiez petite? Ouais. C'est compliqué. Ça vous fait rire? Oui, j'étais assez gauche. D'accord. Ça vous est passé? Parce que pour faire Alors, l'avantage de la force athlétique, c'était des mouvements très très répétitifs. Donc ça m'a permis de développer ma motricité. Mais si vous voyez ma motricité sur d'autres choses, ça reste compliqué. D'accord, on ne va pas tester parce qu'on est sympa dans cette émission. Vous dites aussi, et ça vous a posé problème à l'école, dès l'école primaire, il y a une fête. En fait, votre cerveau parfois se retrouve en surchauffe. Et donc, vous êtes épuisé, ça bouffe une énergie de dingue, le cerveau. Et donc, une journée qui est longue pour les autres, pour vous, c'est la journée qui n'en finit pas. Oui. Le problème qu'on rencontre souvent chez les personnes autistes, c'est la fatigabilité. Mais même en termes des personnes en situation de handicap au global, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la fatigabilité parce que ça nous demande beaucoup d'adaptation, beaucoup plus que les gens normaux, entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais dans la moyenne, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un des effets les plus manifestes de ce handicap qui touche aux relations sociales. Vous avez, par exemple, il y a le second degré, il y a des choses sur lesquelles vous ne percutez pas tout de suite ou pas
comme l'ensemble des gens autour de vous. Alors j'ai appris le second degré parce que mon papa l'utilise beaucoup. Donc ça c'est un des avantages que j'ai eu qui m'a beaucoup aidé à le comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où ça peut être très très compliqué. Tout ce qui va être sous-entendu. En fait, une personne autiste déjà ne va pas mentir et ne va pas aller par 4 chemins pour vous dire quelque chose. Ça va être du très direct. Et donc du coup, quand vous avez quelqu'un en face qui va plutôt mettre les formes, etc., eh ben, on va se retrouver, est-ce qu'il veut dire ça, mais est-ce qu'il veut dire ça, mais est-ce qu'il veut dire ça, alors qu'on préfère que la personne nous dise tout simplement la chose directement. Parce que justement, notre cerveau n'est pas capable de comprendre ces sous-entendus, ces implicites, et qu'en fait, ça nous rajoute plus du travail qu'autre chose. Il y a des moments où ce cerveau, il fatigue. Peut-être moins aujourd'hui qu'avant, mais enfin, ça peut continuer, et ça dépend des jours. Et là, vous vous refermez, vous vous mettez dans votre bulle, c'est ça ? Oui. Alors, en fait, à partir du moment où mon cerveau n'est plus capable de fonctionner, c'est comme si je m'éteignais. En fait, c'est comme si vous éteignez l'unité centrale d'un ordinateur. Je suis incapable de tenir une conversation et tout ce que j'ai envie de faire, c'est de me reposer, de dormir, en fait. Parce que le moindre effort, c'est impossible. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est une fatigue extrêmement prenante, extrêmement puissante. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à l'époque, quand vous étiez notamment au collège, et on va parler, si vous le voulez bien, après la récré, de ces années collège et de cette adolescence, parce que franchement, ça n'a pas été marrant. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise ? Déjà qu'on vous dise, Lia, tu as un handicap, c'est pas grave, au sens, on peut mettre des mots dessus, on peut faire quelque chose. Je pense que il y a une phrase que j'aime beaucoup. Et alors, je me le dis souvent en anglais, c'est « It's gonna be okay ». Et je pense que si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit ça, ça aurait changé beaucoup de choses. L'autisme est une palette de couleurs, de nuances et de tons divers. La palette est notre socle commun. Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental. On ne guérit pas de l'autisme, on ne devient pas autiste, on est avec. Extrait de La force des mots, le très beau livre de Lia Bavoil, c'est chez Marabout. Et Lia, vous la retrouvez en permanence, Lia Powerlift, c'est elle sur Instagram. La récré, et on se retrouve avec elle pour la suite du Grand Oral. Emma, à l'heure de la récré avec vous, et donc vous nous parlez du téléphone portable qui fête ses 50 ans. Mais oui, Emmanuel, 50 ans portable, déjà. Quand on est fort, il faut faire de la force athlétique pour le porter, le premier portable. Exactement, il y a 50 ans, donc Martin Cooper passait le premier coup de fil sans fil. Du coup, c'était en 1973 dans une rue de Manhattan à New York. Le voilà, ce téléphone qu'on surnommait The Brick, la brique en référence à son poids, 1,2 kg. Bon, pour vous, ça va, 1,2 kg, c'est rien. C'est même pas avec le petit doigt. Voilà, c'est comme ça, 1,2 kg. Mais bon, par rapport à nos téléphones actuels, c'est pas mal. 25 cm. Puisque vous en parlez, vous soulevez combien ? J'ai les chiffres. Ça dépend des mouvements. Ça dépend des mouvements. Moi, j'avais record du monde au squat à 213 kg. Oui, 213 toujours. Au squat. Au deadlift, 231. Oui. Et au total, c'est-à-dire squat plus bench plus deadlift, 556. Oui, ça, c'est pas en une fois. Non, c'est possible. Non, on respire, Emma. Vous nous disiez, il pèse combien le téléphone très lourd ? Très très lourd. Et alors on est bien sûr très très loin de nos téléphones d'aujourd'hui où finalement téléphoner c'est devenu une toute petite option par rapport à la multitude des autres fonctions possibles. Et d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que Martin Cooper qui a tenu entre ses mains le premier téléphone portable se dit aujourd'hui un peu dépassé. Il dit je ne serai jamais capable de comprendre comment utiliser un téléphone de la façon dont mes petits et arrière-petits-enfants le font. Il explique ça. Dépassé et je crois pas très tendre sur l'utilisation d'ailleurs qu'on fait du téléphone portable aujourd'hui. Il a même dit, j'ai adoré, qu'il était anéanti, notamment de voir des gens traverser la rue en regardant leur téléphone portable. Ils ont perdu la tête. J'ai donc perdu la tête, Emmanuel, puisque je l'avoue, je le fais. Vous le faites pas, vous moi, je regarde tout le temps mon téléphone. Vous êtes peut-être pas pour traverser. Non, mais comme ça, on sait que c'est vert, voilà, hop, on regarde. Non. D'accord, bon, il n'y a que moi qui le fais. Okay. Interdit. Non, puis vous allez arrêter. Oui, je vais arrêter. Parce qu'on est content de vous avoir ici. C'est vrai, j'ai arrêté. Mais même lui, vous savez, Martin Cooper qui tire ce constat, c'est un grand-père et un arrière-grand-père ultra connecté puisqu'il a 94 ans. Il continue à tester chaque nouveau modèle de téléphone qui sort pour voir ses capacités. Et puis il a même une montre connectée à 94 ans. Bref, ça nous rassure puisqu'on a un petit peu tous accro. Et moi, Martin Cooper, je l'ai vu regarder l'heure en traversant. Voilà, merci beaucoup. Ça me rassure. Merci Emma. Grand Oral, Lia.
J'avais besoin de faire la paix avec moi-même. Lia était un chemin pour guérir Priscilla. Elle lui avait déjà apporté l'amour dont elle avait besoin. Elle lui avait déjà permis d'apprendre à s'accepter. Lia et Priscilla, vous l'aurez compris, ne sont qu'une seule et même personne, invitée du Grand Oral pour ce livre, La force des mots, qui est sorti chez Marabout. Une des raisons pour lesquelles vous avez été diagnostiqué tard, c'est que vous avez développé des tas de stratégies, comme un caméléon, dites-vous, pour masquer les difficultés. Il y avait même des trucs assez dingues. Alors, on va parler de ces années collège, qui ont été des années très douloureuses. Et alors, d'un lieu, par exemple, le bruit, c'est quelque chose qu'on dit rarement aussi, mais pour les personnes qui ont des troubles du spectre autistique, souvent, c'est totalement intolérable. Et donc, vous fuyez la cantine, par exemple. Oui. Mais alors, comment vous nourrissez-vous ? Ça a été une période compliquée, ouais. Bon, à la cantine. Donc, quand je suis arrivée au collège, c'est là. En fait, au primaire, je savais que j'étais différente, mais les autres élèves, les autres enfants ne me le faisaient pas spécialement ressentir. Par contre, au collège, c'est vrai que là, les adolescents ne sont pas très tendres entre eux. C'est une période assez compliquée en général pour certaines personnes. Et donc, du coup, j'ai été un peu la risée du collège pendant toutes ces années. Un peu beaucoup, vous avez été harcelée. Ouais. Ça a été très loin, parce que vous le dites aujourd'hui avec le sourire, c'est très élégant de votre part, mais enfin, on vous a effroyablement maltraité. Oui, alors j'avais pas conscience à cette époque, parce que c'était une époque où on parlait pas de harcèlement scolaire. J'avais pas conscience que c'était pas normal. Et aujourd'hui, c'est avec le recul où je peux dire oui, j'ai connu le harcèlement scolaire et oui, c'est extrêmement douloureux. Et donc du coup, un épisode qui m'a extrêmement marqué, c'est l'épisode de la cantine où on s'amusait à essayer de me faire tomber avec mon plateau, à me lancer des trucs. Voilà, c'était aller loin à cette époque-là. Et donc du coup, j'ai fui la cantine pour ne plus subir ça. Et je voulais absolument pas en parler. J'en avais pas parlé à mes parents à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est en lisant mon bouquin qu'ils l'ont découvert. C'est pas vrai. Ouais. L'aveu, 20 ans après. Les billets qui disparaissaient du portefeuille, c'était moi. Mes parents avaient remarqué que je volais de l'argent parce que je m'étais forcément fait gronder pour ça, mais ils ne savaient pas du tout pourquoi. Et en fait, c'était pour pouvoir manger le midi ou sinon je volais à la cave, ce qu'il y avait. Tout ça, ça déclenche aussi des habitudes qui ne sont pas bonnes pour la santé. Vous dites, je me réconforte en me gavant de nourriture. Oui, j'ai développé des troubles alimentaires à cause de ça. Oui. Voilà, troubles alimentaires et, dites-vous, une spirale d'autodestruction. On ne va pas tout raconter ce qu'il y a dans le livre, c'est des passages assez bouleversants d'ailleurs, mais qui continuent après le collège, au lycée et dans les études supérieures, quand vous arrivez toute seule à Paris. Oui. En fait, c'est un traumatisme. Ça reste un traumatisme. Vous êtes déjà différent, vous avez déjà vos propres difficultés, mais en plus, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Donc, ça a été un traumatisme qui m'a suivi pendant très très longtemps, jusqu'à temps que j'en guérisse. Et pour en guérir, il fallait comprendre un petit peu ce qui se passait, d'où l'importance de ce diagnostic. Vous donnez des conseils dans le livre, il y a ces passages qui sont très bouleversants, très poignants, disais-je. Il y a aussi un côté super lumineux, puis on le comprend, vous avez une personnalité qui rayonne. Vous donnez notamment des conseils et vous dites tout d'abord, il me semble primordial d'instaurer un climat de confiance. Le lapsus c'est joli, parce que confiance ça marche aussi, mais de confiance. Et ça c'est un message aux adultes qui sont confrontés à des enfants ou à des adolescents qui sont autistes. C'est très important d'instaurer une relation de confiance et surtout de ne pas forcer les personnes autistes à essayer de parler ou c'est dans leur temps. Ils sont capables de le faire, mais il faut leur laisser cet espace où ils vont pas se sentir jugés et libres de parler et de s'exprimer sur des choses. Mais il faut leur laisser le temps. Beaucoup de temps. C'est pas trop dur pour vous alors d'avoir fait un bouquin et que comme ça des journalistes se retrouvent devant vous à vous obliger à parler? C'était très compliqué? Non, ça va. J'ai pas du tout de mal à m'exprimer sur ces sujets-là. Mais écrire le bouquin, ça a été très compliqué. C'est vrai. Pourtant, vous adorez lire depuis que vous êtes toute petite. Oui. Vous êtes une dévoreuse de livres. Alors, j'adore lire, j'adore écrire, mais écrire un bouquin sur soi, c'est autre chose. Et se replonger dans des moments, justement, pour essayer de se remémorer, retranscrire au plus précis, ça a été assez compliqué. Ouais. Dernière question, il y a plein de dimensions dans votre livre, on ne peut pas tout dire, mais vous avez notamment voulu parler d'intimité, parce que ça aussi était compliqué. Si c'est compliqué dans le relationnel, le cœur du relationnel, c'est le couple aussi. Oui, très compliqué. Très compliqué les relations amoureuses. Je pense que c'est là où il y a le plus d'implicite et de non-dit, surtout au début des relations où il y a ce jeu, etc. Et ça peut être très très compliqué pour une personne autiste. C'est quoi votre solution ?
D'être avec un neuroatypique aussi. Ça aide. La force des mots MAUX, vous aurez compris qu'il y a aussi une force des mots MOTS. Vous restez avec nous, on va accueillir Marie-Olivier pour le cours particulier. Direction la Malaisie dans quelques secondes. Pour l'heure, Emma, merci beaucoup. Merci à vous. Marie-Olivier, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Amélie. Un cours particulier voyageur aujourd'hui, direction la Malaisie, où on va parler d'un projet qui s'appelle Deria, ça s'écrit D majuscule, petit e et grand R, etc., qui pousse à s'engager dans le climat. Bon, on le voit d'ailleurs à l'écran. Exactement, Deria, c'est un projet né en Malaisie qui a pour but de sensibiliser les enfants de 7 à 12 ans aux enjeux climatiques afin qu'ils s'engagent pour la planète. Deria est soutenu par l'UNESCO puisqu'il est répertorié parmi les projets UNESCO Green Citizens. Alors c'est un projet hyper palpable, hein, c'est un manuel en fait. Exact, oui. Deria, c'est le nom du projet qui porte en fait un manuel scolaire qui est appelé tout simplement Manuel d'éducation à l'environnement, Environmental Education Playbook. Ce livre est un peu particulier, il a été créé par de jeunes actifs sensibles aux enjeux climatiques et qui veulent décupler l'impact de leur engagement en passant par l'éducation. Alors ils ont fait comment? Ils l'ont créé de toutes pièces ce manuel? Ils ont conçu ce livre, ouais, tout à fait, de toutes pièces, dans le cadre d'un concours qui est nommé Communiquer et faire comprendre la science pour l'action climatique, financé par le Haut-Commissariat britannique de Kuala Lumpur et soutenu par Eco-Nights. Eco-Nights, c'est une ONG environnementale qui est basée en Malaisie. Nights comme les combattants, hein, pas comme les nuits. Exactement, les chevaliers. Ouais, et chevaliers, en fait, l'équipe de Deria a été lauréate de ce concours sur les thèmes du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique. Et donc, ils ont pu se lancer dans le projet en 2021. Et la même année, ils ont aussi été soutenus par la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Très reconnu. Ouais, c'est ça. Jeunes professionnels, dites-vous, j'imagine qu'il y a aussi des professeurs. Oui, la plupart sont professeurs, hein, mais certains sont biologistes dans ces jeunes actifs, d'autres sont économistes par exemple. Donc Deria a été créé par ces jeunes qui croient dans le rôle essentiel de l'éducation et surtout dans le rôle des enseignants comme vecteurs et catalyseurs de changement de comportement dans le rapport à l'environnement. Ok, donc c'est un manuel qui s'adresse lui-même aux enseignants principalement. Tout à fait, vous l'aurez compris, en fait le but c'est de toucher les enfants, mais le manuel et à destination des enseignants, il a été pensé par différentes personnes et différentes professions, dont 3 professeurs, pour soigner l'approche pédagogique qui est d'ailleurs un peu particulière, originale. Dans quel sens, original? En fait, le manuel d'éducation à l'environnement de Deria propose une vingtaine de plans de cours pour les enseignants de primaire sur le thème de l'environnement et du changement climatique. Donc jusque-là, rien de bien particulier, sauf que Deria propose dans son livret un choix d'activités ludiques et qui changent, qui sont assez innovantes. D'accord, il y a des jeux donc en fait. Il y a des jeux, le jeu toujours quand il y a des jeux. Toujours, on adore le jeu, qui a la part belle dans les apprentissages et qui a de nombreuses vertus. On en parlait il y a quelques semaines, quelques jours, avec la fondation Lego qui œuvre partout dans le monde pour faire jouer les enfants et qui s'appuie sur des articles académiques pour montrer qu'apprendre par le jeu ça marche. Et bien Deria a aussi cette approche. Ils ont justement introduit dans leur manuel le principe de gamification, donc ludification en bon français, mais aussi des apprentissages multisensoriels. Donc il y a des activités où les enfants utilisent leurs 5 sens pour comprendre et se sensibiliser aux enjeux climatiques. Ok, donc je reformule, vous me corrigez, c'est à la fois une vulgarisation des rapports scientifiques, dont j'imagine celui du GIEC pour les enseignants, et des activités de cours proposées pour une approche ludique avec les enfants. C'est ça, mais les enfants aussi apprennent des notions de ces rapports scientifiques, avec vraiment l'idée de créer une approche sympathique, intéressante, amusante sur les sujets environnementaux pour les enfants de 7 à 12 ans. Et le but, c'est vraiment de faire grandir chez eux des valeurs écologiques pour qu'ils deviennent des adultes conscients et engagés. Un projet qui est né, Emmanuel, qui a été réalisé en Malaisie, mais c'est en anglais. Oui, donc, j'imagine que ça dépasse les frontières joyeusement. Ça dépasse les frontières largement. À la base, il a été écrit pour les enseignants en Malaisie, mais en décembre 2021, il avait déjà touché 22 pays, donc partout sur tous les continents. À Singapour, au Bangladesh, en Équateur, aux Émirats, en Australie, au Canada, en France ou en Italie par exemple. Plus de 1000 professeurs ont été touchés et 68 000 élèves. Génial. Merci beaucoup, Marie. Merci. Si d'aventure vous retourniez devant des élèves, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire sur le parcours extraordinaire de Lia, mais après avoir fait l'ESP, elle est devenue professeur, et notamment professeur en SECPA. Mais aujourd'hui, c'est tout pour la force athlétique. 100%? Oui. Allez, 100% force athlétique. Bravo pour votre parcours, vos records. Ce bouquin chez Marabout, La force des mots. Et je rappelle qu'on vous retrouve en permanence sur Instagram, Lia Powerlift. Je signale aussi que vous pouvez revoir dans les archives de notre émission des émissions au cours desquelles on avait parlé des TSA, notamment avec Églantine Émeillé, notamment avec Mintra de Nuit. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe pour maquillage Laure Audemont. Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Dylan
Colère. Au son, c'est Alexis Oustabassidis. Et à la réalisation, Xavier Sanchez. Vous regardez School TV et vous restez sur School TV. Et nous, vous nous retrouvez sur Internet et sur les réseaux sociaux.